Il existe une découverte de Carl Jung, datant de plus de 80 ans, que la plupart des psychologues modernes préfèrent ignorer. Une découverte qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes semblent attirer les relations toxiques, encore et encore, peu importe où elles vont, peu importe combien de fois elles changent de travail, de ville ou de cercle social. Et le plus perturbant, c'est que Jung n'a pas seulement identifié ce schéma. Il a aussi averti que, tant que vous ne le comprenez pas, vous resterez une cible facile. Aujourd'hui, nous allons révéler exactement pourquoi les personnes toxiques vous recherchent. Vous, pas n'importe qui d'autre. Vous spécifiquement. Et avant que vous pensiez qu'il s'agit de paranoïa ou de simple malchance, laissez-moi vous dire quelque chose que Jung a rendu très clair. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a des signaux que vous émettez sans le savoir. Et ces signaux fonctionnent comme un phare dans l'obscurité, pour un certain type de personnes. Mais ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas seulement le problème, c'est la solution. Parce qu'une fois que vous comprendrez le schéma que Jung a identifié, le pouvoir que ces personnes ont sur vous disparaîtra, littéralement. Restez jusqu'à la fin, parce que le 6e schéma que nous allons révéler est celui que Jung considérait comme le plus dangereux et aussi le plus invisible d'eux. Tous, tout d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. La raison pour laquelle ce sujet vous parle, ce n'est pas parce que vous avez juste pas de chance en amour ou en amitié, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous que les personnes toxiques détectent immédiatement. Quelque chose que vous ne voyez pas, mais qu'elles reconnaissent en quelques secondes. Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait l'inconscient collectif, cette couche profonde de la psyché, où tous les êtres humains partagent certains schémas, certains archétypes, certaines façons de fonctionner. Et au cours de cette étude, il a découvert quelque chose qui a changé tout ce que nous savions sur les relations humaines. Les personnes toxiques ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Elles ont une sorte de boussole interne. Cette boussole n'est pas consciente. Ce n'est pas comme si un manipulateur s'asseyait et pensait « je vais chercher quelqu'un de vulnérable ». Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est instinctif, automatique. Comme un prédateur qui détecte l'animal blessé dans le troupeau sans avoir besoin de réfléchir. Et voici la partie qui fait mal à entendre. Si les personnes toxiques vous recherchent répétitivement, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui active cette boussole. Ce n'est pas votre faute, mais il est de votre responsabilité de le comprendre. Le premier schéma que Jung a identifié est ce qu'il appelait la blessure de la reconnaissance. Écoutez ceci avec attention, parce que cela va probablement résonner en vous plus que vous ne le souhaiteriez. Jung a observé que certaines personnes grandissent avec un besoin profond d'être vues, d'être validées, d'être reconnues, pas par ego, pas par vanité, mais parce qu'à un moment donné de leur développement, cette validation n'est pas arrivée quand elle aurait dû arriver. Peut-être étaient-ce des enfants qui faisaient tout bien, mais ne recevaient jamais d'applaudissements. Peut-être étaient-ce des adolescents qui brillaient, mais personne ne le remarquait. Peut-être étaient-ce des adultes qui donnaient tout dans une relation et recevaient de l'indifférence en retour. Cette blessure ne guérit pas toute seule. Elle reste là, dans l'inconscient, générant un besoin silencieux, et ce besoin émet un signal que les personnes toxiques détectent, comme des requins détectent le sang dans l'eau. Pourquoi ? Parce que les personnes toxiques sont expertes dans l'art de donner de la reconnaissance. Elles savent exactement quels mots utiliser, quels gestes faire, quelle attention offrir, et quand quelqu'un avec la blessure de la reconnaissance reçoit cette validation, il se sent vu pour la première fois depuis des années. Il se sent spécial. Il se sent enfin trouvé. Mais voici le piège que Jung a souligné. Cette reconnaissance qu'on vous donne n'est pas réelle. C'est un outil de capture. On vous donne ce dont vous avez besoin pour que vous baissiez votre garde, pour que vous fassiez confiance, pour que vous vous ouvriez. Et une fois que vous êtes dedans, une fois que vous dépendez de cette validation qu'il contrôle, le jeu change complètement. Si jamais vous avez senti que quelqu'un vous comprenait comme personne avant et que cette même personne s'est transformée en votre pire cauchemar, vous venez d'observer ce schéma en action. Jung a documenté le cas d'une patiente qu'il appelait Madame Dubois. Cette femme avait vécu 3 relations consécutives avec des hommes manipulateurs. Dans chaque cas, le schéma était identique.
Elle rencontrait quelqu'un qui semblait la voir comme personne ne l'avait jamais vue. Quelqu'un qui remarquait des détails que les autres ignoraient. Quelqu'un qui la faisait se sentir extraordinaire. Et dans chaque cas, quelques mois plus tard, ce même homme se transformait dans son pire critique, en sa plus grande source de douleur. Jung lui a posé une question qui l'a complètement désarmée. « Qu'est-ce que vous désirez le plus que quelqu'un voie en vous ?» Elle a répondu en larmes. « Ma valeur, je veux que quelqu'un voie ma valeur, sans que j'aie à lui prouver quoi que ce soit. » Et là était la réponse. Ce besoin inconscient était inscrit dans sa façon de bouger, de parler, de regarder. Et les manipulateurs le lisaient comme un livre ouvert. Le deuxième schéma est ce que Jung appelait le complexe du sauveur. Et celui-ci est particulièrement courant chez les personnes aux grandes. Sœurs, il y a des gens qui ont un besoin profond d'aider. Ils ne peuvent pas voir quelqu'un souffrir sans vouloir faire quelque chose. Ils ne peuvent pas entendre un problème sans vouloir le résoudre. Ils ne peuvent pas être près de la douleur d'autrui sans sentir qu'ils ont la responsabilité de la soulager. Jung voyait cela comme une forme d'inflation de l'ego. Pas l'ego au sens négatif, mais une identification excessive à l'archétype du guérisseur, du sauveteur, de celui qui sauve. Et cette identification, bien que venant d'un endroit authentique, crée un problème énorme. Elle vous rend complètement prévisible pour les personnes toxiques. Parce que fait une personne toxique quand elle détecte un sauveteur? Elle lui présente des problèmes, elle lui montre de la souffrance, elle lui raconte des histoires de victimisation. Et le sauveteur ne peut pas résister. C'est comme offrir de l'eau à quelqu'un qui meurt de soif. Le manipulateur sait que tant qu'il vous donne des problèmes à résoudre, il vous tient prisonnier. Chaque fois que vous essayez de vous éloigner, une nouvelle crise apparaît. Chaque fois que vous commencez à douter, une nouvelle urgence surgit. Et vous, avec votre cœur de sauveteur, vous ne pouvez pas abandonner quelqu'un qui souffre. Jung a averti que le complexe du sauveur n'est pas de la générosité. C'est un piège psychologique, parce que pendant que vous croyez que vous aidez, en réalité, vous alimentez un cycle qui vous consume. Le manipulateur ne veut pas être sauvé. Il veut une alimentation constante d'énergie, d'attention et de ressources. Et vous les lui donnez volontairement, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. La personne avec le complexe du sauveur doit apprendre quelque chose de douloureux, mais libérateur. Toutes les personnes qui souffrent ne veulent pas arrêter de souffrir. Certaines utilisent leur souffrance comme un appât. Et tant que vous ne pouvez pas faire la distinction entre les deux, vous resterez une proie facile. Jung a écrit quelque chose qui m'a profondément touché. La première fois que je l'ai lu, il a dit « Celui qui veut aider doit d'abord se demander si l'autre veut être aidé. Sinon, le soi-disant aidant alimente son propre besoin, pas celui de l'autre. » Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous aidé quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé? Combien de fois êtes-vous intervenu dans des situations parce que vous sentiez que vous deviez le faire? Combien de fois avez-vous donné des conseils que personne n'a sollicités? Si la réponse est souvent, votre complexe du sauveur est activé. Et ça vous rend visible aux personnes manipulatrices, à des kilomètres à la ronde. Le troisième schéma que Jung a documenté concerne ce qu'il appelait les limites psychiques diffuses. C'est crucial. Il y a des personnes qui ont une difficulté naturelle à savoir où elles se terminent et où commencent les autres. Elles ressentent les émotions d'autrui comme les leurs. Elles absorbent l'état d'âme de ceux qui les entourent. Elles ont du mal à dire non parce qu'elles ressentent le rejet de l'autre comme si c'était leur propre douleur. Jung expliquait que cela se produit quand le moi n'est pas suffisamment différencié, quand l'identité n'a pas de contour clair, quand il n'y a pas de séparation définie entre ce que je suis et ce que l'autre est. Les personnes toxiques détectent cela immédiatement. Comment? Parce qu'elles testent vos limites dès le départ. Elles font de petites transgressions pour voir comment vous réagissez. Elles vous demandent des faveurs qui franchissent des lignes subtiles. Elles vous racontent des choses trop intimes, trop rapidement. Elles vous incluent dans leur drame, sans permission. Et si votre réponse est d'absorber tout ça sans résistance, si votre réponse est de vous adapter, de céder, de vous ajuster, elles viennent de confirmer ce qu'elles soupçonnaient. Vous êtes quelqu'un sans limite claire,
quelqu'un qu'elles peuvent envahir petit à petit, quelqu'un qui ne dira pas non, même s'il le pense. Jung disait que les limites psychiques ne sont pas des murs, ce sont des membranes. Elles doivent être perméables pour connecter avec les autres, mais elles doivent être suffisamment solides pour protéger ce que vous êtes. Quand cette membrane est trop fine, n'importe qui peut entrer, et les personnes toxiques le savent. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous sentez que les émotions des autres vous envahissent constamment, si vous avez du mal à distinguer entre vos problèmes et les problèmes des autres, vous venez d'identifier l'une des raisons principales pour lesquelles les personnes toxiques vous trouvent. Jung avait un exercice qu'il faisait avec des patients qui souffraient de limites diffuses. Il leur demandait que pendant une semaine, chaque fois que quelqu'un leur demandait quelque chose, ils attendent 24 heures avant de répondre. Peu importe que ce soit urgent, peu importe que la demande soit raisonnable. 24 heures d'attente obligatoire. Les résultats étaient révélateurs. La plupart des demandes urgentes cessaient de l'être le lendemain. Beaucoup de personnes ne revenaient même plus demander. Et le plus important, le patient pouvait observer sa propre réaction pendant ces 24 heures. Sentait-il de l'anxiété à ne pas répondre immédiatement? Sentait-il de la culpabilité à faire attendre l'autre? Avait-il peur de perdre la relation s'il ne disait pas oui tout de suite? Ces réactions révélaient où étaient les vrais problèmes de limite. Le quatrième schéma est probablement le plus douloureux à admettre. Jung appelait ça la projection de la bonté. Il y a des personnes qui, littéralement, ne peuvent pas concevoir que quelqu'un soit mauvais intentionnellement. Pas parce qu'elles sont naïves, pas parce qu'elles sont bêtes, mais parce que leur propre nature est si authentiquement bonne qu'elles n'ont pas de référence interne pour la méchanceté. Jung expliquait ça à travers le concept de l'ombre. Nous avons tous une ombre, cette partie de nous qui contient ce que nous ne voulons pas voir, ce que nous n'acceptons pas, ce que nous réprimons. Et voici le point important. Si votre ombre ne contient pas de méchanceté significative, il vous est impossible de la reconnaître chez les autres. C'est comme essayer de voir une couleur pour laquelle vous n'avez pas de récepteur dans les yeux. Simplement, vous ne la voyez pas. Pas parce qu'elle n'est pas là, mais parce que vous n'avez pas la capacité perceptive pour la détecter. Les personnes toxiques exploitent ça d'une manière très spécifique. Elles savent que quand elles feront quelque chose de nuisible, votre esprit cherchera des explications alternatives. Il a fait ça, mais ce n'était sûrement pas son intention. Elle a dit ces choses, mais elle traversait une période difficile. Il m'a traité ainsi, mais probablement. J'ai fait quelque chose qui l'a provoqué. Vous voyez ce qui se passe. Votre bonté vous fait créer des excuses pour le comportement des autres. Votre incapacité à concevoir la méchanceté vous fait chercher des justifications là où il n'y en a pas. Et pendant que vous faites ça, le manipulateur à voix libre. Jung disait que la personne véritablement bonne a besoin de développer ce qu'il appelait l'ombre consciente, non pas pour devenir mauvaise, mais pour pouvoir reconnaître la méchanceté quand elle est en face d'elle. Sans cette reconnaissance, vous êtes aveugle face au danger. Il y a une phrase de Jung qui résume ça parfaitement. La personne qui n'a pas intégré son ombre vit dans un monde de fantaisie où tout le monde est bon. Et ce monde de fantaisie est le terrain de chasse favori des prédateurs psychologiques. Comment s'intègre l'ombre? En reconnaissant que vous aussi, vous avez une capacité pour l'obscurité, en acceptant que dans les circonstances correctes, n'importe qui peut agir de manière qu'il condamnerait normalement, non pas pour justifier le mal, mais pour pouvoir le voir quand il apparaît chez les autres. Le cinquième schéma. Ça a à voir avec quelque chose que Jung a observé à plusieurs reprises chez ses patients, l'addiction à l'intensité émotionnelle. Il y a des personnes qui confondent intensité avec profondeur, confondent drame avec passion, confondent montagnes russes émotionnelles avec connexion véritable. Cela vient généralement d'un schéma établi dans l'enfance. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour se mélangeait avec le chaos, où l'attention venait accompagnée de conflits, où les moments de connexion étaient entourés de crises, votre système nerveux s'est programmé pour associer intensité avec intimité. Et voici le problème.
Les personnes toxiques sont maîtres de l'intensité. Elles vous donnent des hauts très hauts et des bas très bas. Elles vous font sentir la personne la plus spéciale du monde, à un moment, et complètement insignifiante, l'instant d'après. Elles créent un environnement émotionnel qui est impossible à ignorer. Pour quelqu'un qui confond intensité avec amour, cela se sent comme la relation la plus réelle qu'il ait jamais eue. Enfin, quelqu'un qui me fait sentir quelque chose. Enfin, quelqu'un qui n'est pas ennuyeux. Enfin, quelqu'un qui me fait vibrer. Mais Jung a averti que l'intensité n'est indicateur de rien d'autre que d'intensité. Les relations saines ne sont pas des montagnes russes, ce sont des rivières constantes. Elles coulent, elles nourrissent, elles soutiennent. Elles ne vous épuisent pas émotionnellement et ne vous laissent pas dans un état d'alerte permanente. Jung avait une façon très directe d'expliquer ça à ses patients accros à l'intensité. Il leur disait, quand le système nerveux est habitué au chaos, la paix se sent comme vide, et le vide se sent comme mort. C'est pour ça que vous fuyez le calme, vers les bras du drame. Cela explique pourquoi tant de personnes bonnes finissent avec des personnes toxiques, encore et encore. Ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas trouver des personnes stables, c'est que les personnes stables leur semblent ennuyeuses. Il n'y a pas assez de stimulation, il n'y a pas assez d'activation. Le système nerveux ne reconnaît pas ça comme de l'amour, parce qu'il n'y a pas d'adrénaline en jeu. Si vous remarquez que les relations calmes vous ennuient, si vous sentez que vous avez besoin de drame pour vous sentir vivant, si les personnes stables vous semblent peu intéressantes, vous venez d'identifier pourquoi les personnes toxiques vous attirent tant. Ce n'est pas qu'elles soient meilleures, c'est qu'elles activent un schéma d'addiction que vous confondez avec de l'amour. La guérison, selon Jung, c'était d'apprendre à tolérer le calme. Littéralement, s'asseoir dans l'inconfort de l'ennui, jusqu'à ce que le système nerveux se recalibre. Mais la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Ils préfèrent la douleur connue du drame, au vide inconnu de la paix. Mais il existe un sixième schéma que Jung considérait comme le plus dangereux de tous. Et c'est celui dont presque personne ne parle, parce qu'il requiert un niveau d'honnêteté brutal avec soi-même. Le sixième schéma s'appelle l'identité empruntée, et c'est dévastateur, parce que c'est complètement invisible pour celui qui le possède. Jung a observé qu'il y a des personnes dont l'identité dépend complètement des relations qu'elles ont. Elles ne savent pas qui elles sont en dehors de leur rôle, fille, épouse, mère, amie, employée. Quand vous leur demandez qui êtes-vous, vraiment vous, elles ne peuvent pas répondre. Parce qu'il n'y a pas de moi solide là. Il y a une collection de rôles et de fonctions, mais il n'y a pas de centre. Comme si vous demandiez à Madame Dubois qui elle est, et elle ne pourrait répondre que par sa relation à son mari ou à ses enfants. Ce manque de centre crée ce que Jung appelait un vide psychique. Et ce vide génère un besoin désespéré de fusion. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous définisse. Vous avez besoin d'une relation qui vous donne un but. Vous avez besoin d'appartenir à quelque chose ou à quelqu'un pour sentir que vous existez. Les personnes toxiques détectent cela comme elles détectent tous les autres schémas, instantanément. Et elles savent exactement quoi faire avec quelqu'un qui n'a pas d'identité propre. Lui en donner une. Elles vous disent tout qui vous êtes. Elles vous définissent. Elles vous façonnent. Elles vous créent à leur image et ressemblance. Comme un marionnettiste manipule ses marionnettes. Au début, cela semble merveilleux. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Enfin, quelqu'un qui sait ce dont j'ai besoin. Enfin, quelqu'un qui me guide. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que chaque fois que vous acceptez leur définition de vous, vous perdez un peu plus de vous-même, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveilliez et ne sachiez plus qui vous êtes sans cette personne. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement, est la protection la plus puissante contre la manipulation. Parce que quand vous savez qui vous êtes, personne ne peut vous définir. Quand vous avez un centre solide, personne ne peut vous déstabiliser. Quand votre identité vient de l'intérieur, personne ne peut vous l'enlever, comme une cathédrale. Elle reste solide, même pendant les tempêtes. Si vous sentez que vous ne savez pas qui vous êtes réellement, si votre sens de vous-même dépend des relations que vous avez, si vous vous perdez dans chaque nouvelle relation,
Vous venez d'identifier le schéma le plus dangereux de tous. Parce que tant que vous n'avez pas d'identité propre, vous serez toujours de l'argile entre les mains de qui voudra vous modeler. Maintenant, vient la partie qui change tout. Parce que savoir pourquoi les personnes toxiques vous cherchent ne suffit pas. Vous devez savoir comment cesser d'être une cible. Jung a développé 4 techniques spécifiques qu'il utilisait avec ses patients pour briser ces schémas. Et je vais les partager avec vous maintenant. La première technique s'appelle le témoin intérieur. Jung croyait qu'à l'intérieur de chaque personne existe une partie qui peut observer sans juger. Une partie qui peut voir ce qui se passe sans être entraînée par les émotions du moment. Cette partie est votre protection la plus puissante, parce que quand le témoin intérieur est actif, vous pouvez remarquer les signaux d'alarme que vous ignorez normalement. Vous pouvez voir les schémas que vous rationalisez normalement. Vous pouvez sentir les inconforts que vous supprimez normalement. Comment activer le témoin intérieur? Jung recommandait un exercice simple, mais puissant. Chaque fois que vous êtes dans une interaction sociale, spécialement avec quelqu'un de nouveau, vous dédierez une petite partie de votre attention à observer, pas à juger, pas à analyser, seulement à observer. Comment vous sentez-vous physiquement? Quelles émotions apparaissent? Y a-t-il quelque chose qui vous incommode même si vous ne savez pas pourquoi? Ce simple acte d'observation change tout. Parce que quand vous observez, vous sortez du mode automatique. Et le mode automatique, c'est là où les manipulateurs vous attrapent. La deuxième technique s'appelle l'épreuve du temps. Jung a observé que les personnes toxiques ont une caractéristique en commun. Elles ne peuvent pas maintenir le masque social longtemps. L'intensité initiale, l'intérêt exagéré, la connexion instantanée. Tout cela se dissipe quand on leur donne suffisamment de temps. C'est pourquoi Jung conseillait à ses patients de retarder délibérément l'engagement émotionnel dans les nouvelles relations. Pas comme un jeu, pas comme une manipulation, mais comme une protection. Donnez du temps à la personne pour qu'elle montre qui elle est réellement. Ne vous précipitez pas à faire confiance. Ne vous lancez pas dans l'intimité. Les personnes authentiques n'ont aucun problème avec cela. En fait, elles l'apprécient. Les personnes toxiques se frustrent. Elles font pression. Elles essaient d'accélérer le processus. Et cette pression est l'un des signes les plus clairs que quelque chose ne va pas. Jung disait, la personne qui ne peut pas attendre pour avoir votre confiance ne la mérite probablement pas. La troisième technique est ce que Jung appelait la validation intérieure. Ceci est crucial pour briser la blessure de la reconnaissance. Le problème fondamental de chercher la validation extérieure, c'est que cela vous rend dépendant des autres pour vous sentir bien avec vous-même. Et cette dépendance, c'est exactement ce que les manipulateurs exploitent. Jung enseignait à ses patients à développer ce qu'il appelait le tribunal intérieur. Au lieu de chercher l'approbation des autres, ils apprenaient à se donner de l'approbation à eux-mêmes. Au lieu d'attendre que quelqu'un voie leur valeur, ils apprenaient à voir leur propre valeur. Ce n'est pas du narcissisme, c'est de la santé psychologique. Parce que quand votre valeur vient de l'intérieur, personne ne peut vous l'enlever. Quand vous n'avez pas besoin que les autres vous valident, les manipulateurs perdent leur pouvoir sur vous. L'exercice que Jung utilisait était simple. Chaque soir, avant de dormir, le patient devait identifier 3 choses qu'il avait bien faites ce jour-là. Pas de grandes réalisations, des choses petites, des moments où il a agi avec intégrité, avec compassion, avec authenticité, et ensuite, consciemment, se reconnaître à lui-même pour ces choses. Ça semble simple, presque bête. Mais Jung a découvert qu'après des semaines à faire cela, le besoin de validation extérieure commençait à diminuer. Le patient commençait à remplir de l'intérieur le vide qu'il ne pouvait auparavant remplir que de l'extérieur. La 4e technique est la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Jung l'appelait l'intégration de l'ombre. Nous avons déjà parlé de l'ombre avant, cette partie de vous qui contient ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous réprimez. Jung croyait que tant que l'ombre reste inconsciente, elle vous contrôle. Mais quand vous la ramenez à la conscience, vous pouvez l'intégrer. Intégrer l'ombre ne signifie pas agir vos impulsions sombres. Cela signifie reconnaître qu'elles existent. Cela signifie accepter que vous êtes capable de jalousie,
d'envie, de colère, de manipulation, non pas pour les exercer, mais pour pouvoir les voir chez les autres. Jung avait un exercice spécifique pour cela. Il demandait à ses patients d'identifier la personne qui les irritait ou leur déplaisait le plus. Ensuite, il leur demandait de lister toutes les qualités négatives de cette personne. Et finalement, il leur demandait de retrouver ces mêmes qualités en eux-mêmes. C'est extrêmement inconfortable. L'esprit résiste, cherche des exceptions, tente de se différencier. Mais Jung insistait. Si quelque chose vous dérange profondément chez l'autre, c'est parce que cela existe en vous. Même si c'est sous une forme latente, même si c'est refoulé. C'est là. Quand vous faites ce travail, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'être aveugle face à l'obscurité chez les autres, parce que vous la reconnaissez. C'est la même obscurité qui vit en vous, et cette capacité de reconnaissance est votre meilleure protection. Vous venez de recevoir une connaissance que très peu de gens possèdent, une connaissance que Jung a développée au fil de décennies de travail clinique. Une connaissance qui peut changer fondamentalement votre relation avec les personnes toxiques et manipulatrices. Mais il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Cette connaissance n'est pas seulement pour vous, elle est pour les milliers de personnes qui, juste maintenant, sont piégées dans des relations avec des personnes toxiques et manipulatrices et ne savent pas pourquoi. Des personnes qui se blâment, elles-mêmes, des personnes qui croient qu'elles n'ont pas de chance, des personnes qui sont sur le point de tomber dans le même piège pour la 5e ou 6e fois. Ce type de contenu n'est pas facile à produire. Il requiert une recherche profonde. Il requiert de synthétiser des décennies de travail psychologique en quelque chose de compréhensible. Il requiert de faire attention à ne pas créer de paranoïa mais à donner du pouvoir grâce à la connaissance, et il requiert du courage, parce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre ces vérités. Le super thanks que vous voyez là en bas n'est pas juste un bouton. C'est une façon de dire. Cette connaissance a de la valeur. Continuez à révéler ce que les autres cachent. Continuez à protéger les personnes qui en ont besoin. Je ne vous demande pas ça pour moi. Je vous le demande pour la prochaine personne qui trouvera cette vidéo et comprendra finalement pourquoi sa vie a été envahie par des personnes toxiques et manipulatrices encore et encore. Votre soutien rend possible l'existence de cette vidéo. Maintenant, avant de terminer, je dois vous donner quelque chose de plus, quelque chose de pratique que vous pouvez utiliser immédiatement. Parce que la connaissance sans application n'est que divertissement. Je vais vous donner 5 signaux spécifiques que les personnes toxiques et manipulatrices montrent lors des premières rencontres. Des signaux que, si vous apprenez à les détecter, vous vous épargnerez des années de souffrance. Le premier signal, c'est l'excès de similitude. Les personnes toxiques et manipulatrices ont une habilité presque surnaturelle à être exactement ce que vous voulez. Ils partagent vos goûts, ils partagent vos valeurs, ils partagent vos rêves. C'est comme s'ils avaient été faits spécialement pour vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une technique. Ça s'appelle du mirroring, de la miroiterie. Ils reflètent ce qu'ils voient en vous pour créer une sensation de connexion instantanée. Jung le décrivait comme une forme de séduction psychique où le manipulateur disparaît pour devenir votre miroir parfait, le signal d'alarme. Si quelqu'un paraît trop parfait pour vous, il l'est probablement, littéralement. Ils jouent un rôle basé sur ce qu'ils ont appris de vous. Le deuxième signal, c'est l'intimité accélérée. Les personnes toxiques et manipulatrices tentent de créer une intimité profonde dans des temps impossiblement courts. Ils vous racontent leurs secrets les plus sombres au deuxième rendez-vous. Ils vous déclarent leur amour la première semaine. Ils veulent l'exclusivité avant que vous ayez le temps de les connaître. Jung appelait ça un bombardement d'affection. C'est une stratégie délibérée pour désactiver vos défenses. Parce que quand quelqu'un s'ouvre à vous de manière aussi profonde, vous sentez que vous devez faire de même. Et une fois que vous vous êtes ouvert, vous êtes vulnérable. Le signal d'alarme. Si vous sentez qu'une relation progresse plus vite que vous ne vous sentez à l'aise, il y a une raison. Faites confiance à cet inconfort. Le troisième signal, c'est la victimisation précoce. Les personnes toxiques et manipulatrices ont presque toujours une histoire de victimisation qu'elles partagent relativement tôt. Tous leurs ex étaient fous.
Tous leurs patrons étaient abusifs. Tous leurs amis les ont trahis. Cela remplit deux fonctions. Premièrement, cela active votre complexe du sauveur si vous l'avez. Deuxièmement, cela établit la narration selon laquelle ils sont toujours des victimes. Ainsi, quand ils vous blesseront éventuellement, ils auront déjà établi que les autres personnes sont le problème, pas eux. Jung a observé ce schéma répétitivement. Il disait que la personne qui se présente comme une victime perpétuelle donne un indice sur la façon dont elle traitera les conflits futurs, en projetant la culpabilité vers l'extérieur, le signal d'alarme. Si quelqu'un n'a pas une seule relation antérieure où il reconnaît une quelconque erreur propre, cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Le quatrième signal, c'est la preuve de limites subtiles. Les personnes toxiques et manipulatrices ne vous envahissent pas d'un coup, elles vous envahissent petit à petit. D'abord, elles franchissent une petite ligne. Si vous ne réagissez pas, elles en franchissent une un peu plus grande. Si vous ne réagissez pas, elles en franchissent une autre, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous rendiez compte qu'il ne reste plus aucune ligne. Ces transgressions initiales peuvent paraître insignifiantes. Elles arrivent en retard sans prévenir. Elles annulent des projets à la dernière minute. Elles font des blagues à vos dépens devant les autres. Chacune est petite, mais ensemble. Elles révèlent un schéma, elles testent jusqu'où elles peuvent aller avec vous. Jung disait que la première transgression non répondue est une invitation à la suivante. C'est pourquoi il est crucial de répondre dès le début. Pas avec du drama, pas avec du conflit, juste avec clarté. Cela ne me convient pas. Le signal d'alarme. Si vous remarquez que quelqu'un franchit de petites lignes et que vous avez tendance à le justifier ou à le minimiser, vous êtes en danger. Le cinquième signal, c'est l'incongruence entre les mots et les actions. Les personnes toxiques et manipulatrices disent toutes les choses correctes, mais leurs actions ne coïncident pas avec leurs mots. Ils vous disent que vous êtes important, mais vous annulent constamment. Ils vous disent qu'ils vous respectent, mais vous parlent de manière condescendante. Ils vous disent qu'ils vous apprécient, mais ne sont jamais là quand vous avez besoin d'eux. Jung croyait que les actions révèlent l'inconscient collectif, tandis que les mots peuvent le cacher. C'est pourquoi il enseignait à ses patients à prêter plus d'attention à ce que les personnes font qu'à ce qu'elles disent. Les mots peuvent être répétés. Les actions révèlent la vérité, le signal d'alarme. Si les mots de quelqu'un vous font vous sentir bien, mais ses actions vous font vous sentir mal, croyez les actions. Ces 5 signaux sont votre système d'alerte précoce. Ils ne sont pas absolus. Tous ceux qui les montrent ne sont pas des personnes toxiques et manipulatrices. Mais si vous en voyez plusieurs combinés, spécialement au début d'une relation, votre niveau de prudence doit augmenter dramatiquement. Rappelez-vous quelque chose que Jung a laissé très clair. Votre boussole interne en sait plus que votre esprit conscient n'admet. Si quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, faites confiance à cette sensation. C'est votre inconscient qui essaie de vous protéger. Le dernier point que je veux vous laisser est celui-ci. Comprendre pourquoi les personnes toxiques et manipulatrices vous recherchent n'est pas pour vous blâmer, c'est pour vous empuissancer. Les schémas que nous avons décrits ne sont pas des défauts, et loin de là. Beaucoup d'entre eux sont le résultat de qualités réellement admirables, de la bonté, de la sensibilité, de la capacité à aider les autres, et d'une profondeur émotionnelle hors du commun. Le problème n'est donc pas que vous possédiez ces qualités. Le véritable problème, c'est que vous ne savez pas comment les protéger. C'est comme posséder un trésor inestimable et le laisser sans la moindre protection. Le trésor n'est pas le problème en soi, c'est l'absence de protection qui est problématique. Carl Jung croyait fermement que le chemin vers une santé psychologique équilibrée ne consistait pas à éliminer notre sensibilité, mais à la protéger consciemment. Il ne s'agissait pas de devenir froid et distant, mais de gagner en sagesse et en clairvoyance. Il ne s'agissait pas d'arrêter de faire confiance, mais d'apprendre à faire confiance de manière éclairée et judicieuse. Et c'est exactement ce que vous venez de commencer à faire en écoutant ceci. Si vous avez reconnu un ou plusieurs des schémas que nous avons décrits aujourd'hui, vous êtes face à un choix crucial. Vous pouvez continuer comme avant, en espérant naïvement que la prochaine personne sera différente, ou vous pouvez utiliser cette prise de conscience
cette connaissance nouvelle, pour vous transformer, pour devenir quelqu'un que les personnes toxiques et manipulatrices ne pourront plus atteindre. Quelqu'un qui deviendra un rempart imprenable. Le choix vous appartient entièrement, c'est indéniable. Mais maintenant, au moins, vous avez l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée et en toute conscience. Commentez ci-dessous quel est celui des 6 schémas qui a le plus résonné en vous, celui qui a fait tilt. Vous n'avez pas besoin de donner de détails personnels, juste le numéro correspondant, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je veux voir combien d'entre nous partagent les mêmes vulnérabilités, les mêmes fragilités. Car dans ce partage, il y a une véritable guérison en puissance. Et dans cette guérison, il y a la liberté ultime.